Le vent froid fendait l'épaisse forêt de Brocéliande, dans la campagne française, emportant des feuilles mortes le long de sentiers presque invisibles. En 2004, ce lieu était déjà connu pour ses légendes, chuchotées dans les villages voisins, des histoires de gens qui s'y aventuraient et en revenaient transformés, ou qui, tout simplement, n'en revenaient jamais. Ce matin d'octobre, 4 chercheurs traversèrent le sentier principal, chargés de matériel lourd et animés d'espoir encore plus grand. Ils n'étaient pas là à cause de légendes. Du moins, c'est ce qu'ils affirmaient. Antoine Delacroix menait le groupe d'un pas assuré. Spécialiste des phénomènes environnementaux inhabituels, il était réputé pour transformer les rumeurs en rapports scientifiques irréprochables. À ses côtés, Claire Moreau, biologiste méticuleuse, analysait chaque détail avec une attention quasi obsessionnelle. Plus loin, Julien Mercier, muni d'appareils photo et de capteurs, enregistrait tout d'un regard curieux et inquiet. Enfin, Sophie Laurent, anthropologue, observait le silence de la forêt comme s'il recelait un secret sur le point d'être révélé. Ils avaient reçu des rapports contradictoires concernant une zone précise de la forêt. Des boussoles défectueuses, des bruits sans origine et surtout l'impression constante d'être observé. Rien de prouvé, rien de reproductible. Exactement le genre de mystère qu'Antoine adorait élucider. « Faites attention au terrain », dit-il sans se retourner. « Cette zone n'est pas bien cartographiée. » Le sentier commença à disparaître peu à peu, englouti par la végétation. Les branches basses obligeaient le groupe à se baisser, tandis que le sol humide craquait sous leurs pas. L'air semblait plus lourd, comme si la forêt elle-même résistait à leur présence. Julien ajusta la caméra sur son épaule. « Vous entendez ça ? » Tout le monde s'est arrêté. Silence. Ce n'était pas le silence habituel de la nature, c'était quelque chose de plus dense, comme si tous les sons avaient disparu. Pas d'oiseaux, pas d'insectes, seulement le vent. Et même lui semblait lointain. Claire fronça les sourcils. Ce n'est pas normal. Sophie notait rapidement les choses dans son carnet. Certaines cultures locales parlent de zones mortes, a-t-elle dit. Des endroits où la forêt s'arrête. Antoine soupira avec impatience. Ou peut-être nous trouvons-nous simplement dans une zone à faible activité biologique. Restons concentrés. Ils avancèrent. Environ 1 heure plus tard, le premier signe d'anomalie est apparu. La boussole de Claire se mit à tourner lentement, comme si elle cherchait une direction inexistante. Julien tenta de régler son matériel, mais le viseur de l'appareil photo clignotait de façon erratique. Antoine, pour la première fois, hésita. « Il pourrait s'agir d'interférences magnétiques », murmura-t-il. Mais aucune explication géologique connue ne permettait de comprendre ce phénomène dans cette région. Le groupe a néanmoins continué. Et puis, ils l'ont trouvé. Une petite clairière dans les bois, étroite, presque dissimulée, menait à un endroit où les arbres semblaient pousser de façon irrégulière, penchés dans des directions impossibles. Le sol y était plus sombre, presque noir, et une étrange atmosphère régnait, comme si le temps ralentissait. Sophie s'avança. Ce n'est pas indiqué sur les cartes. Antoine regarda autour de lui, visiblement intrigué. C'est précisément pour cela que nous sommes ici. Julien a commencé à filmer. Cela va donner des résultats incroyables. Claire, cependant, ne bougea pas. Je ne pense pas que nous devrions y aller. Personne n'a répondu immédiatement. Le vent s'est arrêté. Et pendant une brève seconde, ils eurent tous la même sensation, comme si quelque chose, caché parmi les arbres tortueux, avait perçu leur présence. Antoine fit le premier pas, et les autres le suivirent. C'était la dernière fois que quelqu'un les a vus. La disparition a été officiellement signalée 3 jours plus tard, lorsque le groupe n'est pas revenu au point de rendez-vous. Des équipes de recherche ont ratissé la forêt pendant des semaines. Chiens de recherche, hélicoptères, volontaires, rien. Aucun équipement, aucune trace, aucun signe de lutte. C'était comme si les 4 chercheurs n'avaient jamais existé. Avec le temps, l'affaire s'est enlisée. Glacée comme disparition inexpliquée, elle a alimenté les rumeurs locales et des théories de plus en plus absurdes, jusqu'à ce que, 8 ans plus tard, en 2012, un habitant du coin,
un homme simple, habitué à la forêt depuis son enfance, a décidé d'emprunter un autre chemin pour aller chasser. Il ne cherchait pas de réponse, mais il a trouvé quelque chose qui ne devrait pas exister, une clairière, parfaitement circulaire, silencieux, et totalement absent de tous les enregistrements précédents. L'habitant s'appelait Étienne Roussel. La cinquantaine, il connaissait chaque sentier, chaque arbre tortueux et chaque subtil changement de comportement de la forêt de Brocéliande. Il avait grandi au son des récits de son grand-père, qui jurait que certaines parties des bois n'appartenaient pas au monde des mortels. Mais, contrairement aux jeunes du coin, Étienne n'avait jamais cru aux légendes. Pour lui, la forêt était du béton. Du bois, de la terre, du vent et du silence. C'est pourquoi, lorsqu'il découvrit la clairière, il sut immédiatement que quelque chose n'allait pas. Elle n'était pas là avant. Ce n'est pas possible. La forme était trop parfaite. Un cercle presque exact, d'une vingtaine de mètres de diamètre. Aucun arbre ne poussait dans cet espace, et le sol était recouvert d'une couche uniforme de terre sombre et lisse, sans racines apparentes. Pas même l'herbe n'osait percer la surface. Étienne resta immobile quelques secondes, en pleine analyse. Si cela était dû à la chute d'un arbre, à un incendie ou à une intervention humaine, il y aurait des traces, des troncs brisés, des cendres, des outils, des empreintes de pas. Mais il n'y avait rien, même pas le son. Comme les chercheurs des années auparavant, Étienne constata l'absence totale de son. Aucun oiseau ne survolait les lieux. Aucun insecte ne bourdonnait. C'était comme si cet espace avait été isolé du reste de la forêt. Il fit un pas en avant. Le sol s'enfonça légèrement sous son poids, comme s'il était plus mou qu'il n'aurait dû l'être. Ce n'était ni de la boue, ni du sable. C'était quelque chose entre les deux, étrange au toucher. Étienne s'accroupit et passa ses doigts sur la surface. Gratuit, très froid, même en plein jour. Il se releva brusquement, s'essuya la main sur son pantalon et recula d'un pas. Un instinct lui disait qu'il ne fallait pas toucher cet endroit trop longtemps. Autour de la clairière, les arbres présentaient de subtiles difformités. Certains avaient des troncs légèrement tordus, comme s'ils avaient poussé en tentant d'éviter cet espace. D'autres arboraient une écorce fissurée selon des motifs inhabituels, presque trop symétriques pour être naturels. C'est alors qu'il remarqua autre chose. Marques, presque imperceptibles, éparpillées en bordure de la clairière. Ce n'étaient pas des empreintes ordinaires. C'étaient des marques circulaires et peu profondes, comme si quelque chose de lourd était resté là longtemps, sans toutefois laisser de contours nets. Étienne recula de quelques pas supplémentaires. La sensation d'être observé l'envahit soudainement, si intense qu'il le fit regarder par-dessus son épaule. Rien. La forêt demeura immobile, mais ce sentiment ne disparut pas. Il a décidé de partir. Sans courir, mais sans hésiter, il rebroussa chemin. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, comme si l'air lui-même résistait à son départ. Ce n'est qu'à quelques mètres de la clairière que les sons revinrent. D'abord le vent, puis le chant lointain d'un oiseau. Étienne n'en parla à personne ce jour-là. Mais la nuit, assis à la table en bois de sa maison, il ne parvenait pas à se débarrasser de l'image de la clairière. Et puis, il s'en est souvenu. Le cas des chercheurs. La disparition avait marqué la région des années auparavant. Pendant des semaines, des hélicoptères ont survolé la zone et des équipes de recherche ont sillonné des sentiers qu'Étienne connaissait mieux que quiconque. Lui-même avait été interrogé à l'époque, tout comme de nombreux habitants. Mais personne n'a jamais rien trouvé. Aucune trace. Le lendemain, il se rendit à la petite mairie du village. Le bâtiment était simple, avec des murs clairs et des fenêtres étroites. Il demanda alors l'accès aux archives. Rapports de recherche, cartes de l'époque, tout document relatif à la disparition. L'employé, surpris par la demande, hésita, mais finit par autoriser l'accès aux fichiers. Étienne a passé des heures à feuilleter des documents. Cartes annotées à la main, rapports incomplets, messages des équipes de secours. Et puis il a trouvé quelque chose qui lui a retourné l'estomac. Une carte précise, datée de quelques jours après la disparition, indiquait les zones fouillées par les équipes. On y voyait un cercle tracé au crayon, tout près de l'endroit où il avait trouvé la clairière. À côté du marquage, une petite note.
Zone sans activité détectable. Équipement instable. Plus bas, une autre phrase, presque effacée, éviter les séjours prolongés. Étienne fronça les sourcils. Si cette zone avait déjà été explorée, pourquoi personne n'a-t-il mentionné une clairière? Ou pire, et si elle n'avait pas été là à ce moment-là? Il est rentré chez lui avec des copies des documents. Ce soir-là, il décida de faire quelque chose qu'il avait évité depuis sa jeunesse. Parler aux anciens du village. Assis dans un petit bar du coin, il écoutait des histoires qu'il avait toujours considérées comme de la superstition. Des récits de lumière dans les arbres, de gens revenant de la forêt avec des trous de mémoire, de lieux qui changèrent de place. Un homme plus âgé, à la voix basse et au regard fixe, dit quelque chose qui resta gravé dans la mémoire d'Étienne. La forêt n'est pas statique. Parfois, elle fait de la place à des choses qui n'ont rien à y faire. Personne n'a ri. Personne n'a contesté. Ce soir-là, Étienne prit une décision. Il retournerait à la clairière. Mais cette fois, je n'irai pas seul. 2 jours plus tard, avant l'aube, Étienne était déjà levé. Le ciel couvert annonçait une journée grise et l'humidité rendait la forêt encore plus dense qu'à l'ordinaire. L'idée de retourner à la clairière ne lui plaisait guère, mais il appréciait encore moins de ne pas comprendre ce qu'il avait vu. Cette fois, je n'irai pas seul. Marc Dubois fut le premier à acquiescer. Ancien pompier, habitué aux opérations de recherche, il avait suffisamment d'expérience pour ne pas rejeter d'emblée le récit d'Étienne, mais aussi assez de scepticisme pour ne pas se laisser influencer par de vieilles histoires. Il avait emporté un sac à dos contenant l'équipement de base, cordes, lampes torches, GPS et radio. La 3e personne était inattendue. Camille Varenne, une jeune journaliste de la région, s'intéressait à l'affaire des chercheurs disparus depuis ses débuts dans un petit journal local. Lorsqu'elle apprit qu'Étienne avait trouvé quelque chose qui pouvait y être lié, elle insista pour les accompagner. Si cela a un lien quelconque avec la disparition de 2004, quelqu'un doit le documenter, a-t-elle déclaré fermement. Étienne n'aimait pas l'idée, mais il a accepté. Peu après, les 3 hommes pénétrèrent dans la forêt. Le chemin semblait différent. Bien qu'il ait suivi le même chemin qu'Étienne quelques jours auparavant, la disposition des arbres lui semblait déplacée. Marc l'a remarqué en premier. « Êtes-vous sûr que c'est la bonne voie ?» Étienne hésita un instant, chose rare chez quelqu'un comme lui. « Mais sa réponse n'était pas aussi convaincante qu'elle aurait dû l'être. Camille a tout documenté avec un appareil photo portatif, soulignant des détails que les autres ignoraient, des marques sur les troncs d'arbres, des changements dans la végétation, le comportement du vent. « Avez-vous remarqué comment le son change à mesure que nous avançons ?» a-t-il commenté. Marc ne répondit pas, mais il ajusta la radio attachée à son épaule. Statique. Statique uniquement. Une 40aine de minutes plus tard, le premier signal réapparut. Le GPS de Marc a commencé à mal fonctionner. L'écran vacillait, les coordonnées changeaient de façon erratique, comme si l'appareil tentait de localiser un point inexistant. Il tapota légèrement l'appareil pour essayer de stabiliser le signal. Ça n'a pas de sens. Étienne parut. Il a reconnu l'endroit. Nous y sommes presque. Le silence commença à s'installer autour d'eux, comme auparavant. D'abord, les oiseaux disparurent. Puis le bruit du vent s'affaiblit jusqu'à presque disparaître. Camille baissa l'appareil photo un instant. « Je n'aime pas ça. » Personne n'a répondu. Encore quelques étapes, et ensuite, la clairière. Exactement comme Étienne l'avait décrit. Parfait. Propriété. Faux. Cette fois-ci, cependant, quelque chose avait changé. Au centre de la clairière, partiellement enfoui dans la terre sombre, se trouvait un objet. Marc fut le premier à s'avancer. « Attendez » dit Étienne, mais il était trop tard. Marc s'approcha prudemment et s'accroupit devant l'objet. Les mains gantées, il commença à retirer la couche supérieure de terre. La forme commença à se révéler. Métal, courbé, endommagé. Camille s'approcha lentement, levant à nouveau l'appareil photo. « C'est ça ?» Marc termina de présenter l'objet. Un appareil photo. Vieux, recouvert de saleté, mais encore reconnaissable. Julien Mercier.
Le nom vint immédiatement à l'esprit d'Étienne. C'était l'un des chercheurs disparus, celui qui était responsable des enregistrements visuels de l'équipe. Camille déglutit difficilement. Ceci prouve qu'ils étaient là. Marc retourna l'objet entre ses mains. Ou que quelque chose ait amené cela ici. Le silence s'épaissit, plus intense, plus oppressif. Et puis, la radio de Marc a commencé à grésiller. Une interférence soudaine, suffisamment forte pour le surprendre. Il tenta de régler la fréquence, mais le son qui en sortit n'était pas un simple bruit de fond. C'était fragmenté, comme des voix. Camille se figea. « Vous m'écoutez » Le son s'est amplifié. Des fragments décousus et déformés, comme de vieux enregistrements joués simultanément. Au milieu de ce bruit, quelque chose semblait se répéter. Une seule phrase, faible, quasi inaudible. Étienne s'approcha lentement. Augmenter le son. Marc hésita, puis tourna la manette. Le son devint plus clair. Non. Partir. Silence. Et puis... Non. Partir. Camille porta sa main à sa bouche. Est-ce un enregistrement? Marc n'a pas répondu. La radio ne captait aucun signal. Et pourtant, il a continué à parler. Soudain, le sol de la clairière vibra légèrement, quasiment imperceptible. Mais ça suffit. Les trois échangèrent un regard. Le sentiment d'être observé est revenu. Plus fort, plus intime, plus réel. Et puis, Camille a fait quelque chose que personne n'attendait. Elle a pointé l'appareil photo directement vers le bord de la clairière. « Il y a quelqu'un là-bas. » Marc se retourna rapidement. « Ah, où ?»« Là !» insista-t-elle, la voix tremblante. Parmi les arbres tordus, pendant une brève seconde, quelque chose a bougé. Ce n'était pas un animal, ce n'était pas une personne, c'était un formulaire. « Oh, propriété. » J'observe. Et l'instant d'après, il a disparu. La radio s'est tue. Les vibrations ont cessé et la clairière reprit son état antérieur, comme si rien ne s'était passé. Marc se leva immédiatement. « Nous partons, maintenant. » Mais Étienne ne bougea pas. Ses yeux étaient fixés sur la terre sombre. Plus précisément, de nouvelles marques commençaient lentement à apparaître à la surface, comme si quelque chose bougeait en dessous d'eux. Marc n'a pas attendu de confirmation. « Partez d'ici, maintenant !» Il saisit le bras de Camille et commença à la tirer en arrière, sans quitter des yeux le sol dans la clairière. Les marques continuaient d'apparaître, lentes, circulaires, comme une pression exercée de l'intérieur vers l'extérieur. Étienne mit une seconde de plus à réagir, mais lorsqu'il fit son premier pas hors de la clairière, il ressentit de nouveau cette résistance invisible, comme s'il traversait une matière plus dense que l'air. Dès qu'ils franchirent la lisière de la clairière, tout s'arrêta. Les marques ont disparu, le sol est revenu à la normale, et le silence, qui avait semblé insoutenable quelques secondes auparavant, commença à se dissiper. Aucun d'eux n'a parlé pendant le trajet du retour. La forêt, qui lui avait paru auparavant simplement dense, semblait désormais hostile. Le moindre craquement de branches, le moindre bruissement de feuilles faisait se retourner Camille brusquement. Marc marchait devant, vigilant, tandis qu'Étienne traînait derrière, jetant sans cesse des coups d'œil à l'endroit où se trouvait la clairière, comme s'il s'attendait à la revoir. Mais, étrangement, le chemin semblait différent. « Ça n'était pas là avant !» murmura Camille en désignant un tronc d'arbre tombé qui bloquait partiellement le passage. Étienne fronça les sourcils. Il était certain que le chemin était direct, sans obstacle. Marc passa prudemment devant le tronc de l'arbre. Il se pourrait que nous dérivions sans nous en rendre compte. Mais Étienne ne répondit pas. Quelque chose n'allait pas. Encore une fois. Le trajet, qui aurait dû durer un peu moins d'une heure, s'étira en longueur. Le temps semblait s'écouler étrangement entre eux. Le ciel restait gris, sans donner la moindre indication du temps qui passe, et l'air demeurait lourd. C'est alors qu'ils ont découvert quelque chose d'inattendu. Une cassette, attachée à une branche basse, décolorée par le temps, mais encore visible. Marc s'approcha, il s'agit du marquage de recherche. Étienne le reconnut immédiatement. Des équipes de 2004. Camille leva la caméra et commença à enregistrer.
Nous nous trouvons donc dans la zone qui a fait l'objet de l'enquête. Marc regarda autour de lui. Ou alors, nous nous trouvons dans un endroit où nous n'aurions jamais dû être. Quelques mètres plus loin, ils trouvèrent un autre ruban, et une dernière. Mais quelque chose clochait. Les marques ne suivaient pas un schéma de parcours logique. Elles étaient circulaires. C'est comme si quelqu'un avait tourné en rond, pendant longtemps. Camille commença à remarquer le schéma. Il ne balisait pas de chemin. Elle se retourna lentement, regardant autour d'elle. Ils essayaient de partir. Le silence revint, lourd d'émotion. Marc accéléra le pas. Ça suffit. Il nous faut trouver une vraie solution. Mais plus ils avançaient, plus les marques se répétaient. Des rubans sur les branches, de petites entailles dans les troncs d'arbres. Des signes de désespoir soigneusement laissés par des gens, entraînés à ne pas se perdre. Et pourtant, perdus. La tension augmentait à chaque minute qui passait, jusqu'à ce qu'ils atteignent finalement une zone plus dégagée. Marc laissa échapper un soupir de soulagement. Enfin. Mais ce soulagement fut de courte durée, parce que ce n'était pas la solution. C'était une autre clairière, mineure, irrégulier, mais quand même, c'est faux. Le sol n'était pas aussi sombre que dans la première fois, mais il y avait quelque chose de similaire, une absence de vie, un silence artificiel. Camille recula aussitôt. Non, ce n'est pas possible. Étienne tournait lentement sur lui-même. Cela n'était pas là auparavant. Marc passa une main sur son visage, visiblement tendu. Nous tournons en rond. Mais ce n'était pas tout. Il se passait autre chose. L'équipement s'est remis à dysfonctionner. La radio de Marc émettait des bruits intermittents, désormais plus intenses. Le GPS s'est tout simplement éteint. Et puis, Camille réalisa quelque chose qui lui retourna l'estomac. L'appareil photo. Elle regarda l'écran. Les enregistrements ne montraient pas seulement ce qu'ils étaient en train de filmer à ce moment précis. Il y avait d'autres enregistrements. Images floues, vieux, fragmentées. Elle a appuyé sur le bouton pour réviser. La vidéo a commencé à se lancer. Et ce qui apparut fit battre son cœur à tout rompre. C'était la même clairière. Le premier. Mais il n'était pas vide. Il y avait 4 personnes. Antoine, Claire, Julien, Sophie. Les chercheurs disparus. L'enregistrement était tremblant comme si la caméra était tenue par des mains qui tremblaient. Les voix se chevauchaient, empreintes de tension. « Ce n'est pas normal. Nous devons partir maintenant. Ça ne permet pas. » L'image s'est coupée brusquement. Camille resta immobile. Ils étaient des prisonniers. Marc s'approcha. « C'est impossible. » Étienne ne dit rien. Son regard était fixé sur quelque chose au-delà de l'écran. Quelque chose qui ne constitue pas un véritable environnement. Nous ne sommes pas seuls. L'air s'est refroidi cette fois soudainement. Le son a complètement disparu. Et ensuite, les marches, pas les leurs. Des bruits de pas autour de la clairière. Planches, irréguliers, comme si plusieurs personnes se déplaçaient. Sans hâte. Marc serra plus fort la lampe torche. « Qui est là ?» Aucune réponse. Mais les pas continuaient. Camille fit pivoter la caméra, essayant de capturer le moindre mouvement. Et puis, elle a vu, à travers l'objectif, parmi les arbres. Chiffres, plusieurs. Arrêts. J'observe. Certaines sont déformées, d'autres trop familiers. L'un d'eux s'avança, et pendant une seconde, l'image devint nette. C'était Julien, ou quelque chose qui y ressemblait. Mais le visage, j'ai eu tort. Comme si elle avait été reconstituée de mémoire. La radio se remit à émettre du son. Non, partir, plus haut, très urgent. Et maintenant, plus près. Marc recula d'un pas. Nous devons fuir. Maintenant. Mais Étienne ne bougea pas. Il regardait en direction du centre de la plus petite clairière, où, lentement, le sol commençait à s'assombrir. Diffusion, crescendo, comme si la forêt elle-même s'ouvrait à nouveau. « Étienne !» La voix de Marc était empreinte d'urgence, mais elle semblait lointaine, comme étouffée par quelque chose d'invisible.
Le sol qui s'assombrissait au centre de la clairière n'était plus une simple tache. Il s'étendait, engloutissant lentement la surface environnante. Camille recula d'un pas, l'appareil photo tremblant dans ses mains. Cela prend de l'ampleur, et c'était le cas. La terre avait pris la même teinte noire que la première clairière. Mais à présent, elle bougeait visiblement, comme une substance vivante, palpitant en lentes ondes. De minuscules vibrations parcouraient le sol, remontant jusqu'à leurs pieds comme un avertissement. Marc tira Étienne par le bras. Ce n'est pas le moment d'observer, mais Étienne résista. Ses yeux étaient fixés sur l'étendue sombre. Ce n'est pas seulement le lieu, murmura-t-il presque pour lui-même. C'est un schéma. Camille le regarda, perplexe. Comme ça? Étienne finit par se retourner, mais son expression avait changé. Ce n'était plus seulement de l'inquiétude, c'était de la reconnaissance. La clairière n'est pas apparue de nulle part, a-t-il déclaré. Elle s'est formée d'elle-même. Marc fronça les sourcils. Et alors, et si ce n'était pas la première fois, le silence qui suivit fut pesant. Camille déglutit difficilement. Vous voulez dire que cela se propage? Avant que quiconque puisse réagir, la radio de Marc s'est remise à sonner. Mais cette fois, ce n'était pas seulement une voix fragmentée, il y avait de la clarté, respiration lourde, puis une voix distincte. Marc s'est figé. OMS. La voix continua, faible mais reconnaissable. Pas de confiance. Les yeux de Camille s'écarquillèrent. C'est ça. Marc rapprocha la radio de son oreille. Qui parle? Une pause. Statique. Et puis, j'ai essayé de partir. Le son se distordit violemment, comme si quelque chose intervenait intentionnellement. Il n'y a pas d'issue. La radio s'est éteinte toute seule. Marc resta immobile un instant, le visage tendu. Ce n'est pas possible. Mais Étienne regardait déjà de nouveau autour de lui. Ils n'ont pas disparu. Camille murmura « Ils étaient piégés ». À ce moment-là, les silhouettes parmi les arbres commencèrent à bouger. Pas brusquement, mais coordonnées. Une étape, puis un autre, émergeant lentement de l'ombre. Et maintenant, ce n'était plus seulement des formes déformées, c'étaient des gens ou des versions de ceux-ci. Antoine est arrivé premier. Son corps était intact, mais sa posture était profondément anormale, trop rigide, comme un réflexe mal reproduit. Son regard était fixe, dépourvu de toute expression véritable. Juste derrière elle se trouve Claire, puis Sophie. Julien. Tout est là. Mais aucun d'eux n'était vraiment là. Camille commença à reculer, respirant rapidement. Ce n'est pas possible. Étienne s'avança. Ils essayèrent de partir. Marc se tourna vers lui, incrédule. Vous voyez la même chose que moi? Je suis. Alors comment pouvez-vous? Parce qu'ils ne sont pas vivants, interrompit Étienne. Un lourd silence retomba. Les silhouettes s'arrêtèrent à la lisière de la clairière. J'observe, en attendant. Et puis, tout à coup, ils entrèrent. Le sol sombre a réagi immédiatement. Des vagues plus intenses se formèrent, comme si l'appareil recevait quelque chose. Camille a pris l'appareil photo presque instinctivement. Ceci est enregistré, mais l'écran a commencé à mal fonctionner. Des lignes déformées sillonnaient l'image. Et puis, pendant une seconde, l'enregistrement a été modifié. Ce n'était plus le présent. C'était du passé. Les 4 chercheurs en étaient au même point, des années auparavant. En cours d'exécution, désespérés, Antoine criait quelque chose d'inaudible. Claire essayait d'éloigner Sophie. Julien tenait l'appareil photo. Et puis, le sol, il s'est ouvert. Pas comme un trou, mais comme une surface qui a cessé d'exister. Ils sont tombés, pas en bas, mais à l'intérieur. L'image s'est figée, et il revint au présent. Camille laissa échapper un son étouffé. Ils étaient absorbés. Marc secoua la tête, essayant de le nier. Non, non, c'est une sorte d'interférence. Non, ce n'est pas le cas, répondit Étienne d'un ton ferme. Il désigna le centre de la clairière. La tache sombre occupait désormais près de la moitié de l'espace. Et quelque chose commençait à se dessiner. Ce n'était pas solide, même pas liquide. C'était une façon,
en constante évolution, comme pour tenter d'adopter une structure compréhensible. Les chiffres des chercheurs ont commencé à se déformer. Leur corps tremblait comme des images désynchronisées. Et puis, ils ont tous regardé Marc droit dans les yeux, en même temps. La radio s'est rallumée, maintenant avec une voix claire. Mais il n'y en avait pas qu'un. Ils étaient 4. Chevauchement. Nous devons partir. Ed, ça ne reste pas... Corps, Marc recula d'un pas, mais le sol sous ses pieds céda légèrement. Il baissa les yeux. Le sol s'assombrissait sous ses pieds. Camille a crié. Marc. Mais il était trop tard. Le schéma se répétait, exactement comme avant. Étienne s'avança, essayant de l'éloigner. Partez d'ici! Mais le sol autour d'eux a commencé à réagir. Diffusion. Plus vite maintenant, beaucoup plus rapide. Et puis, pour la première fois, l'objet au centre prit une forme définie, haut, allongé. J'observe, et cette fois, elle n'a pas disparu. Tiens-moi la main! Étienne se jeta en avant avec force, saisissant le bras de Marc au moment précis où le sol sous leurs pieds se mit à s'enfoncer plus profondément. Ce n'était pas un affaissement ordinaire, c'était comme si la surface s'effritait, perdait toute consistance. Marc tenta de se stabiliser, mais le sol n'offrait plus aucune résistance. « Il me tire !» cria-t-il. Camille accourut vers eux, laissant tomber l'appareil photo au sol sans s'en rendre compte. « Moi, tirez-le !» Étienne repoussa son corps en arrière, utilisant tout son poids, mais la sensation était absurde. Ce n'était pas Marc qui était tiré vers le bas. C'était comme si quelque chose essayait de l'entraîner dans un autre espace, une direction qui n'obéissait pas aux lois normales. Le bras de Marc a légèrement glissé. « Ne lâche pas, je ne lâcherai pas prise !» Mais le terrain continuait de changer. La zone obscure recouvrait désormais presque toute la petite clairière. Ses bords avançaient comme une marée silencieuse, engloutissant tout avec une précision effrayante. Autour d'eux, les silhouettes des chercheurs commencèrent à se rapprocher. Pas à pas, pas de précipitation. « Je suis là », Camille les regarda, désespérée. « Ils arrivent », Étienne ne quittait pas Marc des yeux. « Ne les regardez pas ». Mais il était trop tard. Marc regarda. Et à ce moment-là, quelque chose a changé. Son corps se raidit. Ses muscles se relâchèrent d'une façon étrange, comme s'il avait perdu toute sa force. « Marc !» cria Camille. Mais il n'a pas répondu. Son regard était fixé sur les silhouettes. Plus précisément, M. Antoine. La silhouette avança d'un pas supplémentaire. Et puis, pour la première fois, il a parlé, sans utiliser la radio, sans distorsion, directement. « Vous l'avez vu aussi, n'est-ce pas ?» Sa voix était calme. « Faux. » Marc cligna lentement des yeux. « J'ai vu... » Étienne tira plus fort. « N'écoutez pas !» Mais Marc était déjà enveloppé par quelque chose qui se trouvait au-delà du sol. C'était comme si l'espace même qui l'entourait se repliait sur lui-même, l'entraînant vers cette surface obscure. Camille a couru vers l'appareil photo tombé à terre et presque sans réfléchir, l'a pointé sur Marc. L'écran tremblait, mais cela montrait quelque chose de différent. Il n'y a pas que Marc qui soit mis à l'écart. Cela montrait un autre endroit, un espace sans forme définie, sombre, profond, et à l'intérieur, mouvement, de nombreuses formes. Un humain, d'autres non. « Étienne !» cria-t-elle. « Regarde ça !» Mais il n'a pas regardé. S'il lâchait prise ne serait-ce qu'une seconde, il perdrait Marc. Et puis c'est arrivé. La main de Marc a complètement glissé. Pendant un bref instant, seuls leurs doigts se touchèrent encore. « Non !» Et puis, rien. Marc a disparu. Je suis là. Aucun impact. La surface sombre s'est stabilisée immédiatement après, comme si rien ne s'était passé. Le silence revint, plus lourd que jamais. Camille tomba à genoux, respirant trop vite, presque en hyperventilation. « Non ! Non ! Non !» Étienne resta là, fixant l'endroit où Marc avait disparu. Aucune réaction immédiate, juste vide. Les chiffres des chercheurs ont cessé de progresser. Ils étaient de nouveau immobiles. J'observe. Et puis, lentement, ils commencèrent à battre en retraite, un pas à la fois. Retour à la lisière de la clairière, comme si l'événement était déjà terminé.
Comme si cela faisait partie d'un processus. Camille leva à nouveau l'appareil photo, les mains tremblantes. « Il faut qu'on parte d'ici. Maintenant. » Cette fois, Étienne accepta, sans hésitation. Ils battirent en retraite, franchissant la lisière de la clairière. Dès qu'ils sont partis, tout s'est arrêté de nouveau. Le sol est revenu à la normale. Les silhouettes ont disparu. Les bruits de la forêt revinrent peu à peu, comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose avait changé. Très différent. Camille regarda la caméra. L'enregistrement, elle a appuyé sur le bouton lecture. Ce qui apparut lui glaça le sang. Marc était toujours là, dans la vidéo, debout, à côté d'eux, comme si elle n'avait jamais été prise. Elle a accéléré la vidéo, et il vit le moment où il était censé disparaître. Mais il n'a pas disparu. Il est resté là, tout simplement, parlé, mobile, comme si, dans l'enregistrement, il n'avait jamais été tiré au sort. Camille regarda Étienne, complètement bouleversé. Il est toujours là. Étienne fronça les sourcils. Quoi? Dans la vidéo, il n'a pas disparu. Le silence entre les deux redevint pesant. Et puis, lentement, la radio de Marc, toujours attachée au sac à dos qui était tombé au sol dans la clairière, il s'est allumé tout seul, même de loin. La voix se fit entendre, Clara, sans distorsion. Je suis toujours là. Camille laissa tomber l'appareil photo une nouvelle fois. Et pour la première fois depuis le début, Étienne hésita. Non pas par peur de la forêt, mais parce que j'ai réalisé que quelque chose était bien pire. Peut-être que Marc n'aurait pas été emmené. Peut-être il se trouvait à des endroits différents. En même temps, ils n'ont pas couru immédiatement. Pendant quelques secondes, après avoir entendu la voix à la radio, Étienne et Camille restèrent immobiles, comme si le moindre mouvement risquait d'aggraver une situation déjà hors de contrôle. Les bruits de la forêt étaient revenus, les oiseaux, le vent, les feuilles, mais ils semblaient désormais artificiels, presque mis en scène. « Il faut qu'on parte », dit Camille, d'une voix plus basse, essayant de reprendre le contrôle. Cette fois, Étienne n'hésita pas. Mais quelque chose avait changé chez lui. Auparavant, il réagissait à la forêt comme quelqu'un qui la connaissait intimement. Désormais, il l'observait comme s'il tentait de déchiffrer un système. Chaque détail, chaque changement de son, chaque irrégularité du terrain semblait porteur de sens. Ils se mirent à marcher. Pas de précipitation, sans trop en dire. La différence était flagrante. Ils ne tentaient plus de s'échapper à l'aveuglette. Ils étaient sur leur garde, calculateurs, apprentissage. Quelques minutes plus tard, ils ont retrouvé les anciennes bandes des équipes de recherche. Mais cette fois, Étienne ne les suivit pas directement. Il s'arrêta. Il a observé le schéma. Et puis il a dit « Ce n'est pas une solution ». Camille le regarda encore sous le choc. « Je sais, ils ont disparu. »« Non », répondit-il fermement. « Ils étaient détenus. » Un silence s'installa entre eux. Étienne montra les marques du doigt. « Ce n'est pas aléatoire, c'est du confinement. Une limite. » Camille fronça les sourcils. « Limite à quoi ?» Étienne regarda dans la direction d'où il venait. Que, pour la première fois, Camille n'a pas cherché à poser de questions. Elle a simplement hoché la tête. Et puis, il a fait quelque chose de différent. Il leva la caméra, mais pas pour enregistrer l'environnement, pour révision. Elle recommença à regarder les enregistrements, marchant lentement aux côtés d'Étienne. Si ce que nous avons vu est là, il y a peut-être plus. La vidéo était en cours de lecture. Images de la promenade, l'arrivée à la clairière, le moment où ils ont trouvé le vieil appareil photo. Et puis, quelque chose de nouveau. Un détail qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. En arrière-plan de l'image, presque imperceptiblement, se dessinait un mouvement. Avant même qu'il n'entre dans la clairière. Les chiffres. Ils étaient déjà là. J'observe. Dès le début. Camille s'arrêta de marcher. Ils attendaient. Étienne ne montra aucune surprise. Bien sûr que oui. Elle le regarda perplexe. Le saviez-vous déjà ? Je ne savais pas, a-t-il répondu. Mais maintenant, ça paraît logique. Il s'accroupit et ramassa une petite branche au sol. Il commença à dessiner sur le sol. Un cercle, puis un autre, juste à côté. Et un autre. Il ne s'agit pas d'une seule clairière, a-t-il dit. Il y en a plusieurs.
Camille observa en silence. Et ils n'apparaissent pas par hasard. Il a relié les points par des lignes brisées. Ils s'étendent, ils se connectent. Comme un réseau? Demanda Camille. Étienne hocha la tête. Un réseau en pleine expansion. Camille sentit un frisson la parcourir. Ça ne va donc pas s'arrêter. Étienne la regarda droit dans les yeux. Non! Son poids diminua immédiatement, mais au lieu de paniquer, quelque chose de différent a émergé. Clarté. Camille serra plus fermement l'appareil photo. On ne peut donc pas simplement sortir. Étienne se leva lentement. Non, nous devons comprendre cela. Un bref silence. Et puis, pour la première fois depuis la disparition de Marc, Étienne acquiesça sans résistance. Nous devons trouver le point de départ. Camille fronça les sourcils. La première clairière? Non, répondit-il. L'origine. L'air sembla s'alourdir à ces mots. Origine. Ils reprirent leur marche, mais cette fois avec un objectif différent. Ne t'enfuis pas. Trouver. La forêt semblait réagir différemment. Les changements environnementaux devinrent plus visibles. Les sentiers, autrefois si déroutants, révélaient désormais des motifs subtils, des arbres penchés dans des directions précises, des zones où le silence s'installait plus rapidement, comme des panneaux, à titre de suggestion. « Tu vois ça ?» dit Étienne en montrant un groupe d'arbres légèrement courbés dans la même direction. Camille a ajusté la mise au point de l'appareil photo. Ils pointent tous dans la même direction. Exactement. Ils sont allés dans cette direction. Le chemin devint plus difficile, la végétation plus dense, l'air plus froid, et puis le silence revint. Plus vite cette fois, plus intense. Camille s'est arrêtée automatiquement. Nous y sommes presque. Étienne ne répondit pas. Il regardait déjà vers l'avenir. Parmi les arbres, quelque chose de plus grand, bien plus vaste que les clairières précédentes. Une large ouverture irrégulière, mais avec le même sol sombre. Mais cette fois, ce n'était pas statique. La surface était en mouvement constant, comme un organisme qui respire. Camille sentit son corps se figer. « C'est ça, la fontaine » ajouta Étienne. Mais il y avait autre chose. Au centre de cette zone, diverses formes, plus nombreux, plus denses. Et parmi eux, Marc, debout, propriété, les regarder droit dans les yeux. L'appareil photo de Camille a tremblé. Est-il vivant? Étienne ne répondit pas immédiatement. Son regard était fixe, analysant court. Non. Marc s'avança. Synchronisé avec les autres formes qui l'entourent. Et puis, tout à coup, ils inclinèrent légèrement la tête, comme s'ils avaient reconnu quelque chose, ou quelqu'un d'autre. La radio, attachée au sac à dos que portait maintenant Camille, se ralluma. Mais cette fois, ce n'était pas qu'une voix. Ils étaient nombreux, chevauchement. « Tu es de retour ?» Camille recula d'un pas. « Mais Étienne ?» Il fit un pas en avant. Étienne, non. La voix de Camille s'éleva presque comme un murmure, chargé d'une peur qu'elle ne cherchait plus à dissimuler. Ce qui se trouvait devant eux n'était pas une simple clairière. C'était quelque chose d'actif, de conscient, qui réagissait à leur présence. Et Étienne s'approchait. « Si nous fuyons maintenant, cela continuera », a-t-il déclaré sans se retourner. « Cela prendra de l'ampleur. Cela touchera d'autres régions, d'autres personnes. » Camille serra fermement l'appareil photo. « Et si on se rapprochait ?» Il marqua une pause d'une seconde. « Ensuite, nous trouvons comment nous arrêter. » La réponse n'apporta aucun réconfort. Le sol sombre devant nous palpitait régulièrement, comme une respiration profonde et lente. À chaque expansion, de petites ondulations parcoururent sa surface, comme si quelque chose de gigantesque se cachait en dessous. Les silhouettes, désormais plusieurs dizaines, restaient alignées autour du centre, immobiliers. J'observe. Marc était parmi eux. Mais il n'était plus seulement lui. Sa posture était identique à celle des autres formes. Ses mouvements, lorsqu'ils se produisaient, étaient synchronisés, presque mécaniques. Camille reprit l'appareil photo. Je dois consigner cela par écrit. Le viseur tremblait, mais l'image restait stable. Et puis, quelque chose de nouveau est apparu. Lignes,
très subtiles, courir sur le sol sombre, comme des veines, relier différents points à la surface. Camille a zoomé. « Étienne, regarde ça !» Il suivit son regard. Les lignes n'étaient pas aléatoires, ils ont convergé, ils menaient tous au centre. « C'est un système », murmura-t-il. « Tout converge là-bas. » La radio émettait un sifflement, mais pas avec des voix. Cette fois, c'était un son continu. Tombe, profond, comme une fréquence. Camille porta sa main à son oreille. Cela me tracasse. Étienne le sentait aussi. Ce n'était pas qu'une question de son, il était physicien, comme une pression interne croissante. Les chiffres ont réagi. Lentement, ils commencèrent à bouger. Pas envers eux, mais en réorganisant leur position. Faire de la place, un seul chemin, directement au centre. Camille recula d'un pas. Ce n'est pas bon, mais Étienne comprit. « Vous m'invitez. »« Ou en attirant », répondit-elle rapidement. Le silence s'intensifia encore davantage. Les bruits de la forêt avaient complètement disparu. Il ne restait plus que cette basse fréquence et le mouvement constant du sol. Camille prit une profonde inspiration. « Nous devons réfléchir. » Elle a tourné la caméra vers elle-même pendant une seconde. « Si quelqu'un trouve ceci, il doit savoir ce qui s'est passé ici. » Puis, il pointa de nouveau du doigt devant lui. « Ces lignes, dit-elle. Si c'est un réseau, il est peut-être possible de l'interrompre. » Étienne regarda de nouveau vers le centre. « Ou pour nourrir. » Elle fronça les sourcils. « Quoi? Et si sa croissance augmentait au contact ?» Le poids de cette idée s'est immédiatement dissipé. Camille regarda en arrière, dans la direction d'où il venait. Partir maintenant ne serait peut-être pas une bonne idée. Étienne hocha la tête. Parce que nous sommes déjà à l'intérieur. La radio a encore changé. Maintenant les voix. Mais ce n'est plus aussi chaotique qu'avant. Organisé. Presque comme une conscience unique s'exprimant à travers plusieurs. Vous comprenez, Camille recula d'un pas. Ceci nous parle. Étienne Perman se firme. Ça répond. Les silhouettes commencèrent à avancer par petits pas. Mais pas pour aller de l'avant, pour s'aligner. Tous les regards sont désormais tournés droit vers eux, marque inclusif. Et puis, il lui est arrivé quelque chose. Son corps a flanché un instant, comme une image défectueuse, et, pendant une brève seconde, il semblait conscient. Leurs yeux ont changé, se concentrer, présence. Et il parla. Sans la radio, pas d'écho, directement. Ce n'est pas autorisé. Le son fut rapide, presque avalé tout rond immédiatement après. Son corps reprit sa position initiale, synchronisé, vide. Camille sentit son cœur s'emballer. Il est là. Étienne ne répondit pas. Mais cela a tout changé. Il ne s'agissait pas simplement d'une entité répliquant des personnes. Il y avait quelque chose d'eux là-dedans. Pris, mixte. La fréquence a augmenté, plus fort maintenant, plus invasif. Le sol a commencé à réagir plus intensément. Les lignes scintillaient légèrement. Pressage. La route menant au centre était complètement ouverte, comme si c'était inévitable, comme si c'était l'étape suivante. Camille prit la parole, sa voix ferme malgré sa peur. « Si nous y entrons, nous risquons de ne pas revenir. » Étienne finit par la regarder. « Si nous n'y allons pas, » il tourna son regard vers le centre palpitant. Personne d'autre ne part. Le silence final entre eux était indubitable. C'était une décision. La caméra a continué d'enregistrer. La radio vibrait, les voix se superposant. Les silhouettes observaient. Et le centre, je m'y attendais. Étienne fit le premier pas. Le contact avec le sol sombre fut immédiat, une sensation inédite. Ce n'était pas simplement le sol qui cédait sous ses pieds, c'était comme poser le pied sur une surface qui réagissait, qui le reconnaissait. Camille le suivit. La caméra tremblait, mais continuait d'enregistrer chaque détail. À chaque pas, la pression augmentait. L'air semblait plus dense, plus difficile à respirer, comme s'il pénétrait dans un espace qui n'aurait pas dû exister au sein de la forêt. Les silhouettes qui les entouraient restèrent immobiles. Ils se sont contentés de regarder. Marc en fait partie. Propriété, mais présent. Les lignes au sol pulsaient, désormais plus intensément, comme si elles réagissaient directement à leur approche.
Chaque pas semblait alimenter le système, activant quelque chose de plus vaste. « Continuez », murmura Étienne, plus pour lui-même que pour Camille. Elle n'a pas répondu. Son regard était fixé au centre. Cette forme était désormais plus définie, haut, allongée. Mais le problème ne reste pas résolu. Elle changeait constamment, comme si elle essayait de prendre une apparence compréhensible, échouant à chaque tentative. La radio a explosé de son. Cette fois, sans fragmentation, sans interférence, une seule voix, mais composée de nombreux éléments. « Vous avez fait tout ce chemin jusqu'ici ?» Étienne ne s'arrêta pas. « Vous les avez pris. » L'appareil a réagi immédiatement. Ils sont entrés. Camille serra plus fort l'appareil photo. « Ce n'est pas un choix », a-t-elle déclaré. La surface environnante a réagi, ondulant plus fortement. Tout ce qui entre reste. Il n'était plus qu'à quelques mètres du centre. Le corps d'Étienne commença à réagir. Sensations étranges. Des souvenirs qui refont surface de manière incontrôlable. Des images qui n'étaient pas les siennes. La forêt, vue à travers d'autres yeux. Les chercheurs. En cours d'exécution. J'essaie de sortir. Défaut. Il marqua une pause d'1 seconde. Et alors, il a compris. « Ce n'est pas juste un lieu », dit-il essoufflé. « C'est un point de convergence. » Camille le regarda. « De quoi ?» Il répondit sans quitter l'objet des yeux. « De tout ce qui entre. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Et puis, l'objet au centre a réagi. Sa forme s'est légèrement élargie, comme pour reconnaître la compréhension. Vous comprenez, les silhouettes autour d'eux s'avancèrent, synchronisées, plus près maintenant. Marc en fait partie. Mais quelque chose avait changé. Il tremblait légèrement, comme avant, comme si c'était une résistance. Camille est vivante. Étienne, il l'a vue aussi. Et puis il a pris sa décision. Nous n'allons pas les traîner hors d'ici. Elle savait déjà ce qu'il allait dire. Non, il faut briser cela. Son regard se tourna vers le centre palpitant, jusqu'au point où toutes les lignes convergeaient. Camille prit une profonde inspiration. S'il s'agit d'un réseau, alors le centre prend tout en charge. Étienne hocha la tête. Et tout ce qui y entre se retrouve piégé, car cela l'alimente. La radio a réagi immédiatement. Une partie, du tout. La pression a augmenté, plus fort, plus agressif, comme si la structure elle-même tentait d'empêcher ce qu'il pensait. Camille fit un autre pas. « Nous faisons donc le contraire. » Étienne la regarda, et il comprit. « Nous entrons, mais nous ne les laissons rien consommer. » Elle hocha la tête. Inutile d'en dire plus. Ils ont avancé ensemble, directement au centre. La surface réagissait violemment, comme si elle était vivante. Les vagues étaient plus intenses, plus rapides. La forme au centre s'étendait, cherchant à envelopper, contenir, absorber. Les silhouettes commencèrent à bouger, plus rapides, moins synchronisées, comme si quelque chose se cassait. Marc fit un autre pas, et cette fois, il a crié « Maintenant !» Cela suffisait. Étienne s'est donné à fond, et dès qu'il a touché le centre, le monde s'est effondré. Il n'y a eu aucun impact, il n'y a pas eu de chute, juste déplacement, comme si tout autour avait cessé d'exister pendant 1 seconde. Et puis, ils étaient ailleurs. L'espace informe que Camille avait aperçu à travers l'appareil photo, sombre, profond, mais plein. Mouvement dans toutes les directions, formes humaines, barrages, fragmentés, des consciences qui se chevauchent. Les chercheurs étaient présents, Marc aussi. Maintenant, terminé, conscient. « Tu l'as fait », dit-il, essoufflé, mais il n'y avait pas le temps. L'espace a commencé à réagir, les formes se tordaient, la structure est instable. Étienne regarda autour d'elle, et il a vu ce qu'il avait besoin de voir. Au centre de cet espace, même point de vue, la même convergence. « C'est ici, dit-il. » Camille comprit immédiatement. « Si vous détruisez ceci, tout s'effondre. » Marc les regarda, où tout disparaît. 1 seconde de silence, décision, pas de retour en arrière. La pression montait, l'espace commençait à s'effondrer. Les voix se chevauchaient, c'est le chaos maintenant. Non. Restez, partis. Étienne s'avança. Camille ensemble.
Marc est juste derrière lui. Et puis, tous trois atteignirent le centre, et ils ont joué. En même temps. La réaction fut immédiate. Toute la structure s'est effondrée, les formes commencèrent à se dissoudre, les voix ont disparu, les ténèbres furent dissipées, et pour un dernier instant, tout tomba dans un silence absolu. Le son est revenu en premier, pas progressivement, mais abrupt, comme un impact invisible. Oiseaux, vent, feuilles, vie. Camille ouvrit les yeux avec difficulté, le corps lourd, comme comprimé puis relâché simultanément. L'air pénétra brusquement dans ses poumons, presque douloureusement. Elle était allongée sur un terrain commun, pas sombre, pas de pulsation, terre normale, tout autour la forêt, entière, silencieuse, mais vivante. Étienne, sa voix était faible. Quelques mètres plus loin, lui aussi avançait lentement, prenant appui sur le sol pour se relever. Son visage était pâle, mais il était conscient. « Je suis là !» Camille s'assit, jetant des regards urgents autour d'elle. « Marc ?» Silence. Pendant une seconde, c'était trop long. Et puis, ici. La voix venait de derrière elle. Camille se retourna brusquement. Marc était là, debout, respiration, confus, mais gratuit. Elle se leva avec difficulté et s'approcha de lui, touchant son bras, comme pour s'assurer qu'il était réel. « Toi, je sais, » répondit-il, essayant encore de comprendre. « J'étais là-bas. » Étienne s'approcha et les observa tous les deux. Tout le monde l'était. Le silence qui suivit n'était pas un silence de peur. C'était une période de compréhension. Ils regardèrent autour d'eux, la clairière. Il n'existait plus, sans Marc. Aucune trace. La forêt s'était complètement refermée, comme si cet espace n'avait jamais été ouvert auparavant. Camille a ramassé l'appareil photo par terre. Miraculeusement, il est encore intact. Elle a appelé. L'enregistrement était là, tous, dès le début, compris. Ce que personne ne devrait voir. Elle avança rapidement. Le moment de l'effondrement, l'entrée, l'espace sombre, les formes, les visages, les cris. Tout a été enregistré, impeccable, pas de coupe. Marc s'approcha. Tout est là. Camille hocha lentement la tête. Tous. Étienne fixa l'écran un instant. Puis il se détourna. Ce n'est donc pas terminé. Camille fronça les sourcils. Comme ça? Il regarda la forêt. Nous avons détruit le centre-ville. Il fit une pause. Mais il ignore s'il était le seul. Le poids de cela planait dans l'air, mais quelque chose d'autre a attiré leur attention. Un son, faible, venant de plus loin. Ils se regardèrent, et ils marchèrent lentement dans cette direction. Parmi les arbres, partiellement dissimulés par la végétation, ils ont trouvé quelque chose qui a immédiatement fait s'arrêter Camille. 4 sacs à dos, vieux, recouverts de saleté et de temps. Étienne s'est approché le premier. Il en ouvrit un, dans « matériel détérioré ». Remarque, effet personnel. Marc s'approcha lentement. Camille n'a pas pu terminer sa phrase, parce que je le savais déjà. Les chercheurs n'avaient jamais quitté physiquement les lieux auparavant. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés, parce qu'ils n'avaient jamais quitté la forêt. Mais leur conscience, ils étaient piégés, jusqu'à maintenant. Le silence revint, mais cette fois, différent, plus léger, comme si quelque chose avait enfin été résolu. Camille reprit l'appareil photo. Il a noté l'emplacement, les sacs à dos, la forêt. Puis elle se tourna vers elle-même. Ses yeux portaient encore les stigmates de tout cela. Si quelqu'un trouve ceci... Elle hésita un instant. C'est arrivé. Elle a raccroché. Quelques jours plus tard, la vidéo a été publiée. Aucune modification, sans explication détaillée, pour que ce soit bien clair. Au départ, on a considéré cela comme une fabrication, fiction, encore une allégation virale non vérifiée, jusqu'à ce que des experts commencent à l'analyser. Des détails impossibles à reproduire. Qualité audio incompatible avec toute technologie courante, des motifs visuels qui ne suivaient aucune logique connue. Et puis, la vidéo est devenue virale, partagée des millions de fois, discutée, dissectée, redoutée. La forêt de Brocéliande fait de nouveau parler d'elle.
Les équipes ont tenté de localiser l'endroit exact, mais ils n'ont rien trouvé. Pas de débroussaillage, aucune anomalie, rien, comme si tout avait été enlevé. Mais la vidéo a continué. Existant, mobile, et soulevait une question unique à laquelle personne ne pouvait répondre. Et si cela n'avait pas été détruit, et c'est tout, a-t-il bougé? Des mois plus tard, loin de la forêt, Camille évitait de regarder la vidéo en entier. Quelques secondes suffisaient à lui faire ressentir la même pression, le même malaise inexplicable. Pourtant, un soir, il décida de relire un passage précis. Pas le point culminant, pas d'effondrement, mais le début, la promenade. Quand tout semblait encore normal, elle avançait image par image, et puis il a compris, quelque chose que personne n'avait mentionné, même pas les experts, même pas le public, avant même qu'il ne trouve la première clairière. Parmi les arbres, il y avait une opportunité, bref, subtile, quasiment invisible, un espace sombre. J'observe, en attendant. Camille a mis l'image en pause. Mon cœur s'est emballé, parce que il ne devrait pas être là. Et dans la dernière image de la vidéo, avant de conclure complètement, une seule distorsion est apparue, et pendant moins d'une seconde, une nouvelle clairière apparut autre part. Et maintenant, je vous demande, si vous aviez été à leur place, seriez-vous entré, ou bien aurait-il ignoré les signes et serait-il parti avant qu'il ne soit trop tard? Cette histoire soulève une question troublante. Combien d'endroits comme celui-ci pourraient exister, cachés, attendant d'être découverts? Et plus important encore, combien en ont été retrouvés, mais jamais répertoriés? Si cette histoire vous a captivé jusqu'ici, donnez votre avis. Croyez-vous que tout a vraiment été détruit ou simplement déplacé? Dites-nous ce que vous feriez dans cette situation, et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, pleines de mystères, de disparitions et d'événements inexpliqués, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car la suite pourrait être encore plus troublante.